Salut les curieux, nous voici dans un nouvel épisode de Graines de Savoir et surtout de Paléonco. Et il y a toujours notre cher Julien Barbier. Julien Barbier qui est encore là. Et oui, il y a toujours du Queen Amman. Ah voilà, donc tant qu'il y a du Queen Amman, je reste. Voilà. Ça risque d'être long. Hein. Non mais là, le stock de 500 kilos, il commence à descendre. Ouais, mais j'ai fait une commande et on doit se faire livrer tout à l'heure. D'accord, ok. Bon bah, on est encore là pendant un mois. C'est bien, super. Alors aujourd'hui, nous allons parler de reptiles. Oui. C'est ça, de reptiles et de l'effet Lazare. Voilà. Alors, je vais parler d'un reptile qui fut classé avant parmi les archosauromorphes. Ce sont les plus anciens cousins des dinosaures et des crocodiles. Alors là, tu me dis que ces animaux, ce sont des cousins Voilà, très éloignés. très éloignés des dinosaures, des ptérosaures et des crocodiliens. Voilà. Mais en plus, alors, ils font pas partie des archosaures et Voilà. ce ne sont même pas des archosauriformes. Ils sont classés encore plus basalement chez les archosauromorphes, c'est-à-dire avec les rhynchosaures, les prolacertiformes, donc des formes basales qui sont connues au Trias et au tout début du Trias et à la toute fin du Permien pour certains, mais on sait tous que ces animaux-là sont vraiment apparus au Permien. Donc cette famille, Proche peut-être des chéloniens ou pas? non, c'est D'accord. vraiment, on a Ok. déjà ces caractères-là chez les archosauromorphes, Ok. vraiment une lignée qui est séparée des D'accord. chéloniens. Alors cette famille s'appelle les Choristodères. Alors les Choristodères, c'est assez intéressant, le premier fossile d'ailleurs a été trouvé au Jurassique, pas au Trias. Ils ont des rostres très très longs, c'est des formes gavialoïdes, et par contre ils ont des fosses temporales énormes, c'est-à-dire que chez les gaviales on a des formes de fosses temporales rondes, chez leurs cousins les thalattosuchiens on a des formes allongées assez rectangulaires, et chez les Choristodères on a des formes plutôt triangulaires, avec un crâne vraiment qui s'évase derrière, donc on suppose que malgré leur rostre très allongé, on avait une mâchoire relativement puissante. Au niveau classification, on les classe au sein des archosauromorphes, mais on ne sait pas où. Parce que l'animal est déjà trop dérivé pour qu'on puisse le rapprocher ou des rhynchosaures, ou des prolacertiformes, ou d'autres formes d'archosauromorphes. Donc c'est un peu le jeu, on sait qu'ils sont dedans, mais on ne sait pas où. Ces animaux-là, après, c'est très intéressant parce qu'ils vont pas seulement radier en tant qu'animal à un rostre long, on va retrouver à partir du Crétacé en Chine, on va trouver des animaux à rostre très court, voilà, un peu comme des iguanes, et des animaux qui sont toujours plus ou moins aquatiques. Et on en a un par exemple qui ressemble, comme je disais, à un petit lézard, et qui s'appelle Monjurosuchus. Monjurosuchus. Voilà. Et à côté de ça, on va trouver des formes à rostre court, mais à cou très très long, comme Hyphalosaurus. Ça fait penser un peu à un autosaure. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, je vais pas dire un plésiosaure, parce que le plésiosaure a des palettes natatoires. Oui. Alors là, que le notosaure a encore des pattes bien voilà, visibles, donc avec des doigts voilà. encore bien visibles. Et ça c'est marrant, parce que c'est des animaux qui sont pas très grands en fait. Pas plus grands que ça, pour avoir un cou très très long. Donc c'est des écologies un peu mystérieuses chez Avec ces quelle animaux. longueur alors, tu disais? Oh, pas plus d'1 mètre. Pas plus d'1 mètre, d'accord. Oui, on n'est pas sur un animal extrêmement long. Voilà. Donc du coup, on a des écologies assez étranges pour ces animaux-là. C'est des animaux qui vont passer la crise Crétacé-Tertiaire, pour certains. Donc on a une grande lignée. Et au niveau classification, on va trouver dans le Trias anglais, le Trias supérieur anglais, un spécimen de Choristodères. Donc on sait qu'ils apparaissent au moins au Trias, et qui sont sûrement plus anciens, car le spécimen du Trias est très fragmentaire, mais il est déjà longirostre. Donc ça n'aide toujours pas la classification. Tu vas me dire qu'est-ce qui caractérise ce groupe, où on a des animaux longirostres qui font 4-5 mètres, des animaux avec un cou très très long, brévirostre, qui font à peu près 1 mètre, des animaux d'à peine 30 cm qui ressemblent à des iguanes. Quelle est la caractéristique commune de ces animaux? En fait, c'est très simple. Au niveau du crâne, ils ont le préfrontal, qui est entre le frontal et le nasal. Oui. Alors que chez les autres, ça se touche. Voilà. Et donc, si vous trouvez du reptile, on va dire, avec ces caractéristiques, eh ben, vous êtes sûr d'être sur un Choristodère. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on a, même si on a des petits crânes grands comme ça, et qu'on arrive à définir les os, on sait qu'on a du Choristodère. C'est juste avec ce caractère, petit caractère voilà. qu'on arrive à vraiment les reclasser dans le même Même clade. même clade. Voilà. Les Choristodères.
Et tiens, petite question, parce Oui. que là tu m'as parlé de la Chine, je crois Oui. aussi. Hein, C'est un groupe qui, voilà, qui est dans le monde qui radie entier. un peu partout. Voilà. Est-ce qu'il y en a en France? Est-ce que nous avons trouvé des restes fossiles de ces animaux en France? Alors, il y a 2 grands sites en France où on trouve du coristodère, et on trouve du coristodère surtout au Cénozoïque, c'est-à-dire qu'on trouve surtout du coristodère qui a passé la crise. Oui, donc c'est pas vieux. Voilà. Bah, par rapport à nous, oui, mais Relativement pas vieux. par rapport aux échelles géologiques, c'est vraiment récent. Voilà. D'accord. On a du coristodère à Cernay, en Champagne-Ardenne. D'accord. Et c'est du coristodère longirostre, donc à forme de gavial, donc qui garde cette écologie de gavial. Quelle taille à peu près? Ça doit bien faire 2-3 mètres. Oui, Ouais. genre déjà sur un bel animal. Ouais. Un bel animal, ouais. Et on a surtout Lazarus sur le fameux site de Menat. Le fameux Lazarus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un effet Lazare? C'est un peu le phénomène sélacanthe. C'est quand on connaît une famille et pas une espèce qui est connue à l'état fossile et qui dans le registre fossile disparaît puis réapparaît à l'état fossile ou vivant comme chez les sélacanthes. Donc d'ailleurs je fais une petite parenthèse sur le sélacanthe, c'est la famille des actinistiens qui disparaît, donc la famille du sélacanthe, et c'est le genre Latimeria qui est connu. Mais on n'a pas de genre Latimeria au Crétacé. D'accord, donc c'est pas forcément un effet, encore un véritable effet Lazare. Si, c'est un effet. Si, c'est un Lazare, mais là on est vraiment sur des On parle genres, de la d'accord. famille, Ok. on parle pas d'une espèce. Ok. Voilà, c'est-à-dire que les sélacanthes qu'on a au Crétacé, morphologiquement, sont très différents des sélacanthes qu'on a actuellement. Actuellement, oui, Au tout à fait. Crétacé, on a des sélacanthes. Mais ils font partie de la même famille, Ils mais font- c'est pas voilà. les mêmes genres, tout à fait. Voilà. D'accord. Et par exemple, au Crétacé, on avait des sélacanthes qui faisaient 4 mètres, on avait des sélacanthes qui faisaient 30 cm, avec des formes vraiment particulières. Et le sélacanthe, lui, notre sélacanthe actuel, 1m50 à peu près de longueur. voilà, fait ouais. 1m50 et a ses caractéristiques propres qu'on ne trouve pas chez les autres sélacanthes du Crétacé. Alors, pourquoi on a appelé ce coristodère Lazarus, donc le crocodile Lazare? Eh bien, c'est parce que on pensait que les coristodères avaient disparu au Crétacé, Mhm. et à l'Oligocène, c'est-à-dire il y a 30 millions d'années, on a trouvé ce petit lézard d'une trentaine de centimètres. Alors, Lazarus, c'est un coristodère à rostre court, qui D'accord. ressemble un petit peu à un iguane ou un hydrosaure. Donc c'est un lézard à rostre court, et on l'a trouvé dans l'Oligocène. Donc entre les derniers coristodères du Crétacé et lui, ben, il y a environ 35-36 millions d'années de différence. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Lazarus. Mais l'histoire de Lazarus ne s'arrête pas là, c'est qu'après on en a trouvé au Crétacé, donc c'est un genre qui est du Crétacé jusqu'à l'Oligocène, donc c'est un genre qui a plus de 30 millions d'années, et on a même trouvé un Lazarus au Miocène. Donc c'est un genre qui a plus de 40 millions d'années. C'est très très rare. Oui. Voilà, alors c'est plusieurs espèces différentes, mais c'est le même genre qui est D'accord. sur 40 millions d'années. C'est énorme. Voilà. Alors le Lazarus de Menat, que j'aime beaucoup la ville de Menat, il est spécial parce que, bon, il a été trouvé au Paléocène, donc au niveau de la stratigraphie, c'est rien de révolutionnaire. Par contre, c'est un fossile qui a été trouvé dans des plaques de lignite, de schiste, qui ne conservent pas le spécimen, mais le moule du spécimen. D'accord, donc on a un creux. Voilà, on a un creux. D'accord. Et donc on a rempli ce creux De la résine. de résine pour pouvoir étudier le spécimen et pouvoir mieux connaître le spécimen. Donc c'est marrant d'avoir un fossile créé par une contre-empreinte en fait. Mais sur les contre-empreintes, on a quand même quelques détails qui montrent qu'il y avait des traces de peau et qu'il avait des petites écailles un peu hautes sur le haut de la queue, comme ça. Des tissus mous. Un peu comparable au crocodile actuel. Voilà, sauf que dans les crocodiles actuels, il y a un peu des ostéodermes, c'est Oui. très ossifié. Là, c'est vraiment que de la peau qui est sur C'est la des queue. écailles, quoi. C'est vraiment Voilà. des écailles, on n'est pas sur des ostéodermes. Voilà. Alors, cet animal est appelé souvent le crocodile de Menat, ou voilà, il a ce surnom-là. Alors que ce n'est pas un crocodile. on est bien d'accord. Voilà, ce n'est pas un crocodile. Et il y a un exemple très concret, c'est que les crocodiles ont 4 doigts aux pattes arrière. Oui. C'est un caractère ancestral qu'ils ont depuis. Après, ils en ont 5 à l'avant. Voilà, 5 à l'avant. Et notre Lazarus, lui, a 5 doigts à l'arrière. Donc D'accord. vraiment. Et puis il a... Caractère basal. Voilà.
Et autre chose, c'est qu'on l'appelle aussi crocodile. Et chez les crocodiles, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les apophyses de la queue s'allongent pour créer une queue plate pour aider à la propulsion. On ne voit pas ça chez Lazarusucus. Donc effectivement, on le trouve dans l'eau, parce que les milieux fossilisifères sont à queue. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il avait un mode de vie équivalent à un crocodilien. Il faut vraiment... Si on regarde les vertèbres caudales, les apophyses sur les côtés, elles sont bien développées ou pas? Pas forcément. D'accord. Parce que souvent, chez les animaux qui utilisent leur queue pour justement la propulsion, on voit vraiment les apophyses qui sont très développées. Là, elles ne sont pas vraiment, elles sont pas développées, elles sont très peu développées. Donc voilà, on a un très beau spécimen, on a de très beaux spécimens de Lazarusucus en France. Mais je crois que le plus beau spécimen de Corystodère qu'on ait, il est chinois. Il est très surprenant, car c'est le seul fossile au monde à avoir 2 têtes. La fameuse bifurcation axiale. Alors on ne sait pas si c'est un jeune qui est né ou si c'est un embryon. Parce que il devait sûrement être bientôt éclore. Et puis donc du coup on a vu ce fossile dans un qui est très aplati, qui est dans de la roche lithographique. On a vu ces 2 têtes. Alors on a sûrement cru à une supercherie, parce que c'est très rare. Déjà. Ça venait d'où déjà? De Chine. Ah oui. Voilà. Et on a cru une supercherie. Ça n'a pas été la première fois. Voilà. Donc il a été étudié par des Chinois et des Français, et c'est bien un cas de bifurcation axiale. Surtout que même à l'heure actuelle, on en voit régulièrement, c'est des cas qui sont déjà... il y a une tortue célèbre. Il y a des tortues, il y a des serpents. Il y a une tortue, je crois, qui est dans un zoo ou dans un parc, justement, alors je sais plus où c'est, qui est justement 2 têtes, et il faudrait que je retrouve ça. Pourquoi on retrouve très peu de fossiles à 2 têtes? C'est très simple, c'est que c'est des animaux qui sont dans la nature pas viables. Donc, mais ils meurent, ils se fossilisent. Voilà. Et pour qu'on en trouve un qui se fossilise, forcément on va avoir... Il y en a très peu en plus. Voilà. Donc, voilà. Alors dans les eaux, ils sont nourris, ils sont à l'abri des prédateurs, donc on peut en avoir d'une certaine taille. Mais au niveau de la physionomie et au niveau des capacités à s'alimenter ou à chasser, c'est très compliqué. Donc c'est des animaux qui meurent vite et qui ne se fossilisent pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on a un cas de fossiles à 2 têtes. Et ça se retrouve encore chez les Corystodères. Alors les Corystodères, il y a quand même un dernier rebondissement. Il y a quelques années, ça fait moins de 5 ans, il y a une grosse phylogénie des diapsides qui a tourné, et il a été exclu des archosauromorphes. Donc là on est sûr, allez hop, on a vu plus pas de cette famille. C'est un diapside basal. Alors il y a encore débat quand même. Diapside basal, donc, on va loin là. Voilà, donc ou c'est un archosauromorphe, ou c'est encore un archosauromorphe pour certains, ou c'est un diapside basal. Mais si c'est un archosauromorphe, pour certains, c'est vraiment un archosauromorphe basal. Basal, voilà. Qui a bifurqué très tôt dans l'arbre. Dans l'arbre et qui, et puis qui s'est très vite spécialisé. Donc on a une famille qu'on suppute du Permien supérieur. Donc déjà, on est encore au Paléozoïque. Et qui traverse tout le Mésozoïque pour s'éteindre au Miocène. Donc ça fait près de 200 millions d'années d'existence. C'est plus que les dinosaures non aviens. Ouais, mais c'est même plus... si on calcule, c'est déjà même plus long que les dinosaures aviens également. Ah oui. Parce que les dinosaures en règle générale, parce qu'on a 220 millions d'années à peu près, 230, jusqu'à notre époque contemporaine, puisque les oiseaux sont dinosaures. Et là, on est quand même Permien. Oui, donc ça nous fait peut-être si on enlève les 20 millions d'années du Miocène, on arrive au Permien, ça nous fait environ 240 millions d'années. Ouais, allez, on va dire que c'est kiff-kiff, allez, je vais être gentil. Voilà, c'est kiff-kiff, parce qu'ils sont pas arrivés à la fin du Permien, ils sont arrivés peut-être, ils sont pas arrivés vraiment à la crise. Voilà, ils existaient déjà un petit peu avant. Voilà. Un petit peu plus quand même. Alors au niveau écologique, c'est très intéressant parce que on les trouve tous les longirostres, on les trouve jamais avec des longirostres. Dans tous les longirostres, on les retrouve jamais avec des crocodiles longirostres. D'accord. Au Jurassique et au Jurassique. Donc forcément une concurrence. Voilà. D'accord. On trouve des brévirostres on trouve des corystodères brévirostres avec des crocodiles longirostres. Ça, ce qui paraît plausible. Logique, on va dire. Par contre, au Crétacé, il y a un peu de tout.
Ça veut dire qu'on a des petits brévirostres avec des gros crocodiles, on a des longirostres avec des crocodiles longirostres. C'est tout mélangé au Crétacé. Et à la crise Crétacé-Tertiaire, là on a on a beaucoup moins de coristodères du coup, et les niches écologiques, on en retrouve d'ailleurs surtout en Europe. Et les niches écologiques des longirostres restent au coristodère, même s'il y a des gaviales, tout ça ailleurs. Mais sur les sites, on trouve que des longirostres avec des crocodiles brévirostres. Les coristodères, quand est-ce que tu as véritablement les plus gros représentants de cette famille? Alors, selon le registre fossile, après, comme il nous en manque pas mal, donc on ne sait pas trop, mais selon le registre fossile, ça serait le Crétacé et même le Paléocène, où on a des animaux de 3 à 5 mètres. Tu confirmes qu'au Paléocène, on a des animaux qui atteignent quasiment 5 mètres de long. Voilà. Donc on arrive à la fin d'une crise, à la fin de la crise Caté, et on arrive justement dans une période où les niches écologiques, beaucoup de niches écologiques sont vacantes. Voilà. Et donc là, on peut émettre l'hypothèse que cet animal-là a pu prendre justement des niches écologiques vacantes et puis s'y développer et atteindre des tailles de 5 mètres. On peut émettre ce genre d'hypothèse. Alors, effectivement, quand on a une crise, souvent ce sont les plus petits qui survivent. Oui. On a une exception, c'est chez les crocodiliens. À la crise Crétacé-Tertiaire, on a surtout des petits animaux qui survivent. Mais chez les crocodiliens, on a pas mal de crocodiliens marins, les dirosaures, les pholidosaures, qui passent la crise et qui ne sont pas forcément des petits animaux. Vu que écologiquement, ils sont assez proches des coristodères, il n'y a pas de raison que les coristodères, eux, ne passent pas non plus cette crise. Et même si ce sont les petits coristodères qui passent la crise, il y a des niches écologiques pour radier rapidement. Donc du coup, effectivement, ça semble assez évident d'avoir de très gros animaux directement après la crise. D'ailleurs, c'est une chose qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire que le plus gros animal terrestre connu au Paléocène, c'est Dinocéras, qui fait la taille d'une très très grosse vache. Voilà, donc souvent on a cette idée en 10 millions d'années, on passe de petites choses à une grosse chose. Et on a bien vu qu'aux États-Unis, récemment, on a trouvé des crânes d'animaux qui faisaient en moins d'1 million d'années des animaux qui faisaient la taille d'un gros cochon. Avec notre cher Antoine. Voilà. Bonjour Antoine. Donc, cette fameuse loi de Cope, où les animaux grandissent très très vite, il ne faut pas la sous-estimer, il ne faut pas la surestimer non plus, mais effectivement on peut très très vite, en quelques centaines de milliers d'années, avoir des animaux de taille assez imposante, et pour des crocodiliens, je pense que, enfin des animaux à écologie crocodilienne, on peut, facilement atteindre 5 mètres. Il y a de quoi bouffer. Il y a de quoi bouffer. Je pense qu'on a fait le tour de ces animaux. Eh ben, merci beaucoup, Julien. J'en connais beaucoup plus. Tu m'as fait même découvrir cette famille des coristodères. Ouais. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris énormément de choses aussi sur cette famille d'animaux. Et mon cher Julien, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. On se retrouve peut-être encore... Ah oui, il y a du Kunyaman. D'accord, ok, alors on va encore se retrouver ensemble. Allez, merci beaucoup et surtout, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.